Bonjour Pierre Gisèle. Madame, bonjour. Vous êtes professeur honoraire de la faculté de théologie et de sciences des religions de l'université de Lausanne. Oui. Vous avez fait mai 68, comme on dit. Alors, Oui, alors effectivement. on reviendra, excusez-moi, on reviendra un petit peu sur votre rôle dans la contestation genevoise. Parfait. J'aimerais d'abord avoir votre réaction à ce reportage. Ça fait remonter des souvenirs. Est-ce que c'est un petit peu similaire à ce que vous avez vécu ? Alors, pour vous décevoir directement et décevoir les auditeurs, non. Entre ce que je viens de voir et ce que nous avons vécu, franchement, c'est pas le même monde. Vous n'étiez pas hippie, vous ne fumiez pas des pétards. Du tout. Non, on était des sérieux. C'est-à-dire qu'on avait un gros surmoi et on se sentait responsable pour l'ensemble de la société. On avait des engagements militants durs avec des vraies propositions sociales. Voilà, donc c'est assez typique que vous ayez montré ça. Vous n'êtes pas les seuls. Dans l'imaginaire, c'est effectivement ça qui triomphe. C'est quand même un peu une folklorisation. Et puis c'est les États-Unis aussi. Oui, ça aussi, de toute façon. Voilà, donc on aura l'occasion d'en revenir sur ce qu'on a fait, mais effectivement, pour le dire brutalement au départ, c'est pas le même monde. Alors j'accueille aussi Olivier Filleul, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sociologie politique à l'université de Lausanne. Vous avez dirigé la publication de ce livre, Changer le monde, changer sa vie, enquête sur les militantes et les militants des années 68 en France. C'est paru aux éditions Actes Sud. Alors je vous demande pas si vous avez fait mai 68, vous étiez à peine né, quelque chose comme ça. Je suis né en 64. Voilà, donc c'était un petit peu tôt pour les pétards. Vous retenez quoi de cette époque ? Du reportage ? Par rapport à... Oui, ça évoque quoi pour vous, disons, quand vous voyez ces images ? Alors, ces images, je partage entièrement le point de vue de mon collègue. Ces images donnent une vision très folklorisée de ce qu'ont été les années 68. Et même aux États-Unis, c'était bien loin d'être ça. Il y a eu des massacres par la police à Kent State en 70. Il y a le mouvement des droits civiques, il y a le Freedom Summer qui provoque des morts. Donc là, on a une vision assez folklorisée. Mais en même temps, le reportage, je trouve, est assez intéressant parce qu'avec cette femme qui est interviewée, ça pose la question qui nous a intéressés dans le livre de savoir ce que sont devenus ceux qui, à l'époque, étaient très engagés, très impliqués. Est-ce qu'ils ont disparu de la circulation ? Est-ce qu'ils ont continué à militer ? Est-ce qu'ils ont continué à croire en leurs idéaux ? Et là, je trouve qu'il y a quelques réponses assez intéressantes. Et puis, le reportage se termine sur quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire le fait de souligner le paradoxe, à savoir que l'imaginaire de mai 68 a été complètement digéré par le capitalisme. Je reprends les termes du reportage. Je ne dis pas que c'est mon point de vue, mais je crois le partager. Alors, Pierre Gisèle, racontez-nous cette révolution, ou en plus cette contestation très sérieuse que vous avez menée. Je précise que vous étiez à la tête des étudiants de la faculté de théologie, donc vous étiez président de cette association. Racontez-nous comment ça s'est passé. Juste donner quelques points de repère. Donc, effectivement, j'étais président de l'association des étudiants en théologie. La faculté de théologie était à Genève. La faculté de théologie était une des facultés en pointe. Et puis, j'avais des copains, notamment un ami assez proche, qui était, lui, le leader sur l'ensemble de l'université. J'en reparlerai tout à l'heure pour les raisons précises. Voilà. Donc, alors, de fait, on était en train de réformer un certain nombre de choses avec chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet global sur la société. C'est-à-dire que, pour le dire directement, et ça marque bien un écart avec aujourd'hui, c'était complètement interdit de revendiquer pour des intérêts étudiants, par exemple. Parce qu'on revendiquait pour un nouveau modèle de la société qui serait bon pour tout le monde, y compris pour les étudiants, mais revendiquer de façon corporatiste, comme on disait, pour un truc qui était en faveur des étudiants, tel service, etc., c'était complètement interdit. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment encore moins pour les individus. On est d'accord. Encore moins pour les individus. Ce n'était pas pour les individus, c'était pas ce qu'on appelle les droits subjectifs ou d'autres choses. Voilà. Cela dit, il y avait quelques marxistes, et justement, mon ami dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était à la pointe pour l'ensemble de l'université, il était inscrit au Parti communiste, ce que je ne savais pas, ce qui est illustratif quand même, parce que je croyais que c'était un ami, puis je ne savais pas ça. Et puis on travaillait ensemble, on avait préparé ça ensemble. Et j'ai appris qu'il était au parti quand il s'est fait vider du parti. Et ça aussi, c'était significatif. À un moment, ils ont voulu faire la liaison avec les usines. Et c'est pendant la nuit qu'ils ont été vidés du Parti communiste quand ils ont voulu faire la liaison avec les usines. Donc, si je caricature, c'était... On n'arrive pas à contrôler du point de vue du parti ce qui se passe à l'université, mais tant que ça reste là-bas, OK. Mais si ça va sur notre terrain, les usines, c'est non. Bon, alors votre collègue était marxiste, vous étiez quoi, vous
votre Moi, étiquette? après coup, je peux dire que j'étais un réformiste radical, mais j'ai jamais été anti-institutionnel. Je voulais réformer les institutions de façon hyper forte et radicale, mais j'ai jamais pensé qu'on pouvait vivre sans des institutions. Alors, j'avais pas un projet marxiste, et puis j'étais pas non plus ceux qu'on appelait les spontanéistes, qui étaient des authentiques, qui cherchaient la vraie relation et d'autres choses, et qui réfléchissaient pas aux institutions. Nous, on réfléchissait aux institutions, voilà. Alors, Olivier Filiol, c'est intéressant. Monsieur Gisèle vient de nous dire que justement, il y avait ce lien avec les usines. C'est vrai qu'on a une vision de mai 68 qui est vraiment un mouvement estudiantin. Vous montrez dans votre livre que ça s'arrête pas là, vraiment pas. Oui, alors disons qu'il y a une mémoire qu'on peut appeler une mémoire vulgate de mai 68 qui est entièrement focalisée sur le mouvement étudiant, qui évidemment est très important, initiateur, etc. Et cela au dépend, bien entendu, du mouvement syndical, et en tout cas pour la France, de la grève, l'immense grève qui va marquer les événements de mai-juin 68 et qui fait de mai-juin 68 un événement transformateur, plus que le mouvement étudiant, me semble-t-il. Et donc, effectivement, la recherche qu'on a menée porte sur l'ensemble des 68 arts qu'on appelle ordinaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été des leaders, qui ont été des gens comme vous et moi, si vous voulez, et avec une question, c'est qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus dans leur futur? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 50 ans? Voilà. Parce qu'il y a un autre lieu commun de mai 68, c'est en quelque sorte une dénonciation des ex-68 arts sous la figure de l'apostat. Et de fait, chez les leaders, enfin chez les 40 leaders qu'on trouve c'est comme les 40 voleurs d'Alibaba, les 40 leaders qu'on trouve dans la génération du bouquin de Hamon et Rothman, effectivement, parmi eux, certains ont fait des belles carrières médiatiques, etc. Et ça a en quelque sorte oblitéré l'ensemble des devenirs des militants. On reviendra à cette question justement de ce que sont devenus, vous nous direz ce que vous êtes devenu, Pierre Gisèle, avec 68 arts. Mais d'abord qu'on comprenne bien, en deux mots, vos revendications, elles portaient sur quoi? Vous vouliez réformer, mais en gros, vous demandiez quoi? Je donnerai des exemples, et puis je ne l'ai pas précisé, mais quand même, j'ai envie de le dire, nous avons préparé mai 68 systématiquement depuis l'automne 67. C'était pas un truc spontané. C'était pas un truc spontané. De toute façon, c'est pas non plus une contagion parisienne. Des fois, on a l'impression, à écouter certains Français, que mai 68, c'est vraiment Paris. Il y a eu à Berlin des paquets de choses en 67, avec Rudi Dutschke. Il y a eu des choses à Turin. Vous étiez lié, d'ailleurs, avec ces mouvements-là? Avec Turin, un peu, notamment parce que l'ami dont j'ai parlé tout à l'heure est italien, donc voilà. On a préparé systématiquement, j'ai des textes, et puis on avait même pris quelques décisions formelles déjà dans l'année précédente, l'année académique précédente, qui permettaient justement des actions qu'on voulait faire démarrer au printemps. Vous demandiez quoi alors? Pour vous donner deux exemples. Dans la faculté, il y avait un poste d'histoire qui devait être repourvu. On a exigé que ça soit suspendu pendant une année parce que, vous voulez réfléchir, c'était typique, pas quelle personne pouvait occuper le mieux le poste, mais à quoi ça servait de faire de l'histoire, c'était quoi de faire de l'histoire, etc. Et ça porte des paquets d'enjeux, la question du rapport à l'histoire, au passé, etc., d'une part. D'autre part, il y a eu la théologie pratique. La théologie pratique, on était un peu plus dur. Et la théorie pratique, derrière ce terme, il faut bien voir que c'était, et ça c'était important dans l'ensemble de ce qu'on vivait, c'était le rapport au réel, l'opérationnalité, la pratique, les pratiques qui venaient comme ça au premier plan contre une vision qui serait que idéale, donc du coup soupçonnée d'être que idéologique. Voilà. Et là, comme le prof n'a pas voulu entrer avec nous dans la co-responsabilité, on a fait la grève, c'était un prof ordinaire, jusqu'à sa démission. Vous avez poussé un prof à la démission? Complètement. D'accord. L'institution a perdu. Voilà. Et pendant une année, après, c'est nous qui avons pris en charge complètement l'ensemble de l'enseignement en théologie pratique, avec quelqu'un qui avait été désigné pour un peu, même pas animer, mais être là avec nous, mais au milieu de nous. Et on avait les programmes, les bibliographies, le projet, etc. Voilà, donc les étudiants qui deviennent professeurs, ça c'était révolutionnaire. Olivier Filiol, vous montrez quelque chose d'intéressant dans votre livre, c'est qu'une grande partie des militants ont en fait un engagement chrétien, ou en tout cas ont été socialisés dans les jeunesses chrétiennes. Comment faire? Pourquoi ce lien en fait? Alors, il y a beaucoup d'éléments de réponse. Le premier, c'est que les socialisations familiales, donc l'éducation que reçoivent les enfants dans les années 50-60, pour ceux qui sont pris dans les réseaux catholiques ou protestants, donc la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse agricole chrétienne, etc., il y a vraiment une socialisation au collectif, à la solidarité, au faire ensemble, avec des projets collectifs, etc. Toute chose qui, évidemment, prépare particulièrement les gens à s'engager, s'engager au sens le plus large du terme.
Donc ça, c'est un aspect important. Il n'est donc pas étonnant qu'on retrouve parmi nos militants beaucoup de gens qui ont cette socialisation chrétienne. Tout ce qu'on appelle l'action catholique. Voilà, tout ce qui est la grande nébuleuse de l'action catholique, avec derrière des institutions, avec derrière aussi de l'argent, des activités, etc. Et de l'encadrement. Et puis, une autre dimension, c'est une dimension plus historique. C'est-à-dire qu'il y a la guerre d'Algérie dans les années 50, 54, 62. L'engagement des chrétiens de gauche, des chrétiens marxistes dans la guerre d'Algérie, enfin, en opposition à la guerre d'Algérie, est très structurant de ces chrétiens de gauche français. Ensuite, il va y avoir l'émergence du tiers-mondisme avec la théologie de la libération, tout ça un peu plus tard, mais ça commence avec l'opposition à la guerre du Vietnam. Donc, il y a tout un ensemble de raisons liées à la politique internationale qui font que les jeunes chrétiens, marqués par une matrice de socialisation chrétienne, vont être attirés en quelque sorte vers ces formes de radicalité et de contestation, et de contestation aussi de l'Église à l'interne. Ouais. Et puis il y a une autre dimension, je termine juste là-dessus, une autre dimension très importante, c'est qu'au sein même de l'institution, au sein même des églises, surtout l'Église catholique, mais aussi la Fédération protestante de France, il y a une contestation tous azimuts depuis Vatican II et aussi une crise des vocations énorme qui a commencé dans les années 50 avec le petit séminaire, qui dans les années 60 se diffuse aussi au grand séminaire, auprès des réguliers, du clergé séculier, etc. Donc c'est une institution totalement en crise, enfin vécue comme totalement en crise à l'intérieur, et qui par ailleurs a socialisé des enfants à l'action collective. Donc c'est pas étonnant qu'on retrouve ces militants dans nos mouvements gauchistes, et tout particulièrement dans les mouvements baoïstes, pour des raisons liées, disons, à l'ascétisme. On y reviendra peut-être tout à l'heure. D'accord. Pierre Gisèle. Je ratifie complètement ce que mon collègue a dit sur la socialisation chrétienne, l'action catholique, et puis aussi toute la thématique du tiers-monde qui était très très présente. Mais vous, vos convictions chrétiennes, elles ont aussi forgé vos idéaux et vos idéaux contestataires, on va dire. Ça a joué un rôle pour vous? Oui, mais ça a joué un rôle au sens où c'était un tout. Je veux dire, il n'y a pas une partie chez moi qui était chrétienne, puis une partie qui était humaine. J'étais Pierre Gisèle, et c'était un tout. Mais alors effectivement, je venais de là, j'étais là-dedans et j'assumais ça, oui. Il y a quelque chose aussi, comme il est fier. Qu'est-ce que vous avez dit? Une forme d'intégralisme. Oui, c'est ça. Oui, au sens maritain. Voilà. D'accord, oui. Comme c'est une référence quand même plus conservatrice que je ne suis. Ah non, alors, pardon, alors, vous disiez justement que l'Église était vraiment la cible aussi de fortes critiques. Vous qui étiez étudiant en théologie, vous destiniez peut-être au pastorat. Comment est-ce que vous viviez un peu ce paradoxe? D'abord, on ne l'a pas vécu comme un paradoxe. On pensait que l'Église, qui avait encore un peu de substance sociale plus forte qu'aujourd'hui, était aussi un des lieux qu'on allait pouvoir faire évoluer. Il n'y avait pas tout à fait les mêmes crises que chez les catholiques pour les paramètres, mais c'est quand même très, très parallèle. On n'a pas vécu ça comme un paradoxe. On voulait renouveler la société. Dans la société, il y a différentes choses. Dans l'Église, on allait aussi renouveler l'Église. Et ça a marché? Bon, alors ça, c'est un autre problème de savoir si ça marchait. Ça dépend. À quoi? À 3 ans? À 20 ans? À 50 ans? Quand vous voyez... Non, mais alors, aujourd'hui, très clairement, la désaffection des institutions religieuses, est-ce que vous pensez qu'on peut la lier au mouvement de mai 68? Non, ça n'est pas tel quel, parce qu'il y a une désinstitutionnalisation globale dans la société aujourd'hui. Comme disent les sociologues, on est dans la société liquide. Voilà, donc c'est un problème global sur ce qu'est une institution. Alors ça touche les institutions religieuses, mais c'est beaucoup plus global. En ce sens-là, c'est pas ce que nous avons vécu. Nous, on a voulu faire bouger les institutions de façon radicale, forte, etc. Mais on n'était pas dans le délitement des institutions. Mais vous avez eu des confrontations réelles avec les instances dirigeantes de l'Église protestante de Genève, pour prendre un exemple, non, on était à l'époque? La faculté, donc c'était plutôt le doyen. Alors, donc on était... Ça, c'était peut-être typique quand même, quand j'y réfléchis après coup. J'étais président d'étudiants, on faisait une grève dure, on voulait la démission d'un prof ordinaire, et puis on prenait en charge des paquets de choses directement nous, parce que au bout du compte, inconsciemment, on voulait être meilleur que les profs. C'est pour ça que vous êtes devenu prof après. Ça, j'en sais rien, je n'ai pas fait ma psychanalyse. Je pense qu'à un moment chaud, je devais voir le doyen 3 fois par semaine quand même. Donc, c'était pas un refus de l'institution, c'était une contestation dure, où je l'envoyais balader, où même on discutait. Il m'invitait chez lui, d'ailleurs, parce que c'était un vrai bourgeois de Genève, donc j'allais chez lui en plus. Olivier Filiol, je vous ai vu réagir. Pour vous, il y a quand même un lien clair entre la désaffection des institutions religieuses et mai 68? Claire, je ne sais pas, il y a sans doute un lien au sens où, disons, dans les années 68, donc la crise 68 et les années qui suivent, jusqu'en 75, mettons, il y a un vrai espoir de la part des chrétiens marxistes, des chrétiens de gauche, les gens qui sont à témoignage chrétien, les gens qui sont à vie nouvelle, les gens qui sont le semeur, c'est ça, côté protestant. Donc il y a un vrai désir et un vrai espoir
qu'on va pouvoir transformer l'institution de l'intérieur, qu'on va pouvoir obtenir vraiment des choses. Et d'ailleurs, Paul VI lui-même donne des gages d'une certaine manière. Vatican II se termine par un dernier texte qui est le texte le plus avancé en termes de tiers-mondisme de la part de l'Église catholique. Qui se termine donc en 65, puisque Vatican II, c'est 62-65. Et donc il y avait aussi de la part de l'institution des signes qui donnaient le sentiment que ça pouvait... Voilà. Et puis ça, de mon point de vue, il me semble qu'autour de 75-76, tout ça, c'est un petit peu délité, cette espérance. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fracture qui s'est rendue visible au sein de ces mouvements gauchistes ou d'opposition aux institutions sur la question des mœurs, sur la question de la vie, si vous voulez, pour aller vite. Parce que là, l'Église n'a rien lâché, l'Église catholique. Les Églises protestantes, la Fédération protestante de France a, en 71, fait un texte déclarant que on pouvait avorter dans certaines circonstances, mais qu'on était contre l'avortement, donc c'était beaucoup plus avancé. Mais l'Église catholique, en revanche, c'était les pieds au mur. Et de fait, nos catholiques chrétiens marxistes, nos catholiques de gauche, qui d'ailleurs n'avaient pas du tout une vie dissolue, on le voit bien dans l'enquête, ils avaient une vie très ascétique en réalité, c'est pas pour rien qu'ils sont allés beaucoup chez les Mao, qui eux-mêmes prenaient une forme d'ascétisme, eh bien, vont se rendre compte que non, on ne va pas réformer l'institution. Et à partir de 75, si vous voulez, moi, j'ai le sentiment, à travers les vies des enquêtés qu'on a pu interviewer, les centaines d'enquêtés qu'on a interviewés, on a le sentiment qu'à partir de 75, beaucoup vont tout simplement laisser tomber, c'est-à-dire qu'ils vont perdre la foi, ou du moins, ils vont cesser de pratiquer et s'éloigner de l'institution pour, d'une certaine manière, ne plus jamais y revenir. Je vais vous demander d'aller très rapidement sur cette dernière question parce qu'on va devoir conclure. Mais vous disiez, finalement, ces militants, on dit qu'ils se sont embourgeoisés, enfin qu'il y a eu une sorte de trahison de la cause. C'est pas ce que vous avez constaté dans votre enquête? Non, alors... Bon, il faut dire qu'il était très difficile jusqu'à cette enquête, parce qu'il fallait mettre beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, et puis beaucoup de travail. C'est une équipe de 30 personnes sur 5 ans. Il était très difficile d'avoir une idée de ce qu'étaient on n'avait pas une idée de la population mère, comme on dit. On ne savait pas qui étaient les 68 arts, à part les têtes d'affiche. Là, on a fait cet effort de constituer un échantillon qu'on peut considérer comme significatif. Et à partir de là, effectivement, la conclusion est simple. On a plutôt le contraire de ce qu'on dit. C'est-à-dire que nos militants ordinaires sont restés droits dans leurs bottes, comme disait Alain Juppé, et sont restés militants. En 2 mots, Pierre Gisèle, vos idéaux, vous y tenez toujours finalement. Est-ce que vous considérez encore comme un 68 arts? Alors j'ai envie de dire oui, mais la question elle est complètement bizarre parce que si je dis oui à ça, comme les gens ont une image de mai 68 qui ne correspond pas à ce que j'ai vécu, ils vont se dire c'est quoi cette histoire? Bon, j'ai essayé de la rétablir. Voilà, mais sinon oui, j'ai l'impression d'avoir toujours été dans la même ligne, d'avoir toujours été dans les institutions de façon contestatrice et sans encore rapport de déférence particulier aux autorités, mais sans contester le fait d'exister. Voilà. Merci, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain, même heure, même chaîne. Et d'ici là, passez une excellente semaine.